Le monde est beau et hors de lui, point de salut. En imposant cette phrase dans le bar du Nouveau Théâtre, Le Villard s'inscrit dans les pas du philosophe de la révolte et c'est tout naturellement que nous allons ouvrir cette saison avec la création de la pièce Les Justes. Et aujourd'hui, pour parler de Camus, Le Villard se balade avec une personnalité du monde littéraire, écrivain, éditeur, professeur de littérature contemporaine à l'UC Louvain. Le Villard prend l'air avec Vincent Engel. Nous sommes à Braine-l'Alleud, au parc du Paradis, et aujourd'hui Le Villard prend l'air avec un écrivain, un éditeur, un professeur de littérature contemporaine à l'UC Louvain, Vincent Engel, et ensemble nous allons, dans le cadre de la création Les Justes d'Albert Camus au Villard, parler du philosophe, puisque en plus de tout ça, vous êtes quand même un spécialiste. Ah oui, j'adore Camus. Oui. Voilà, de Camus. Alors Camus, tout le monde connaît le nom de Camus, mais peut-être tous les spectateurs et les téléspectateurs qui nous regardent ne connaissent pas le contenu, enfin n'ont peut-être pas lu. Donc comment est-ce qu'on pourrait présenter la pensée d'Albert Camus? La pensée de Camus pour moi se résume en un mot, en deux mots on va dire, la lucidité et la dignité. Ah oui. Camus est un homme lucide qui, sur la question de l'absurde, au contraire de Sartre, fait de l'absurde un point de départ et pas un point d'aboutissement. C'est ça. Pour lui, vraiment, le constat de l'absurde, c'est le point de départ sur lequel il va construire une attitude de vie qui est fondée sur la révolte et sur une valeur cruciale qui est la dignité humaine. C'est ça. Mais quand vous dites l'absurde, c'est aussi parce qu'il s'inscrit après Nietzsche, qui a d'une certaine façon tué Dieu, hein, Dieu est mort, et donc il s'inscrit dans un monde quelque part qui n'a plus de sens et auquel il faut trouver une morale, une éthique. Oui, alors pour Camus, l'absurde naît du divorce entre l'aspiration que nous avons tous, vous et moi et tous les gens qui nous entourent, de comprendre pourquoi on est là, quel est le sens de notre vie, pourquoi on souffre, pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Le travail que faisait la religion avant. Qui apportait les réponses. Voilà. Et ici, il dit on est cette aspiration à comprendre est confrontée à ce qu'il appelle le silence déraisonnable du monde. C'est ça. Quand il dit le silence déraisonnable du monde, il ne veut pas dire que le monde est fou, il dit simplement que le monde est en dehors du spectre de la raison. Il n'y a pas de rationalité, on n'aura pas de réponse, personne ne viendra nous dire pourquoi on est là et il n'y a rien d'autre que la vie, comme le dit la phrase que vous avez inscrite sur le mur du théâtre Jean Villard. Oui, c'est ça. Et elle est belle et on décide qu'elle est belle. Enfin. Absolument. On fait en sorte qu'elle soit belle et on fait en sorte que durant toute cette vie, nous allons combattre pour témoigner de cette dignité humaine. Pour rien, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de paradis à gagner, même si on est au parc du Paradis ici, mais là, c'est l'affirmation de la dignité humaine qui compte. C'est ça. Et à partir de quoi fonde-t-il sa morale? Parce que c'est quand même, à partir du moment où on est dans l'absurde, à partir du moment où la vie est absurde, il faut bien fonder sa morale sur quelque chose. La dignité. C'est ça. La dignité humaine, la dignité de l'individu et cette capacité que l'on a de se révolter. Et il fait une différence, et je sais qu'on en reparlera certainement, entre la révolte et la révolution. C'est ça. Mais donc, à partir de là, il fait aussi une philosophie, on pourrait dire, de la vie, où la vie a une valeur. La vie a une valeur énorme. Ça. Alors on dit toujours que Malraux a dit « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie », ce qui n'est pas tout à fait vrai. Malraux a dit « une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie », ce qui est très très différent. Oui. Et je pense que Camus est d'accord sur le fait que rien ne vaut une vie et nous n'avons que cette vie pour lutter contre l'absurde et pour témoigner de notre dignité. C'est ça. Eh bien, on va continuer cette passionnante conversation ici, un petit peu plus loin, dans le parc du Paradis. D'accord.
Nous sommes à Braine-l'Alleud, dans le parc du Paradis. On a la phrase là, une soirée au paradis. Là ici c'est une après-midi au paradis, en compagnie de Vincent Engel, écrivain, éditeur, professeur de littérature contemporaine à UC Louvain, et dans le cadre de la création Les Justes d'Albert Camus, en ouverture de saison au théâtre Jean Vilar, nous parlons du philosophe, de la révolte, du philosophe du soleil, même si on est sous une fine pluie. Ouais. Et on n'a pas encore sorti les parapluies, peut-être un peu plus tard, mais peut-être pas. Et vous disiez justement tout à l'heure que l'importance de ne pas confondre révolte et révolution. Un des essais très célèbres d'Albert Camus, c'est L'homme révolté, qui est quand même un de ses essais de référence, on va dire. Donc clairement, Camus se situe dans le camp de la révolte, et pas de la révolution. Non. Vous pouvez expliquer ça? Oui, alors pour Camus, la révolte, c'est un sentiment qui part d'un individu. Donc un jour, alors que vous avez supporté une situation jusque-là, se passe quelque chose, ça peut être parfois une goutte d'eau, cette fameuse goutte d'eau qui ferait déborder les vannes, vous décidez que ce n'est plus possible. Et donc la révolte commence par un non, mais qui s'accompagne tout de suite d'un oui, parce que ce n'est pas simplement être de mauvaise humeur, ce n'est pas simplement râler, c'est proposer une solution. Et on se révolte au nom de tous les autres, de tous ceux qui sont dans la même situation. Donc Camus, à cette phrase, dit « Je me révolte, donc nous sommes ». C'est ça. Et donc la révolte, c'est un point de départ qui va... C'est une façon d'exister. C'est une façon d'exister. Et la première révolte, bien entendu... Et d'agir sur le monde. Oui, et la première révolte que Camus a eue, c'est contre l'absurde. Oui. Ce n'est pas simplement contre les injustices, contre les crimes, c'est ça aussi, mais c'est d'abord contre l'absurde de l'existence. Le révolté, ce qui distingue la révolte de la révolution, c'est le révolté est prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Ouais. Le révolutionnaire, au contraire, Camus dit la révolution, c'est l'entrée de la révolte dans l'histoire. Il y a un mouvement, et il dit la révolution, c'est la pierre roulée sur le tombeau de la révolte. Pourquoi? Parce que le révolutionnaire est prêt à faire mourir les autres. C'est ça. Autrement dit, la révolte se fait au nom d'une valeur qui préexiste à la révolte, qui est la dignité humaine dont on parlait tout à l'heure, mais alors que la révolution se fait au nom d'une valeur qui n'existe pas encore et que la révolution est supposée achever. Et il ne faut pas oublier que le mot révolution, le premier sens du mot révolution, c'est le retour au point de départ. Exactement. Et non, la révolution, très souvent, réinstaure un système encore plus injuste ou tout aussi injuste que celui qu'elle a voulu combattre au début. Oui, et la révolution est peut-être aussi plus de l'ordre de l'idéologie. Oui. Et la révolte est peut-être plus de l'ordre du terrain, du combat, de la vie. Absolument, oui. La révolte, c'est vraiment quelque chose d'individuel. L'idéologie, c'est quelque chose, la révolution, c'est une idéologie et c'est quelque chose de collectif. C'est ça. C'est ça. Et c'est d'ailleurs l'objet principal de la fameuse dispute entre Sartre et Camus, où Sartre d'ailleurs a beaucoup reproché à Camus son manque de radicalité d'une certaine façon. Oui, évidemment, Sartre est un idéologue, Sartre est un homme de pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'avant la guerre et même pendant la guerre, Sartre a un engagement proche du zéro absolu. Il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, alors que Camus, dès avant la guerre, se pose en combattant du fascisme, il prend des risques. Et après-guerre, Sartre, qui veut dominer, va choisir le seul camp possible, parce que bien entendu, après la guerre, personne ne va se dire fasciste. Et en ayant toujours eu des rapports très ambigus. En fait, la seule cause pour laquelle Sartre s'est jamais engagé, c'est Sartre. C'est ça. Il ne s'est engagé que pour lui-même et pour la littérature. C'était un fou de littérature. C'est très amusant de voir les entretiens qui ont eu lieu en 68, où il est là, il dit « Écoutez, je vous trouve magnifique, c'est très chouette, mais il ne le dit pas exactement comme ça, mais en gros, c'est là, je suis en train d'écrire un essai sur Flaubert, est-ce qu'on peut se dépêcher un peu parce que j'aimerais vraiment y retourner ?» Et donc, il trouvait plus important de travailler sur Flaubert, qui est quand même l'apothéose du roman, du roman juste pour le roman sur rien, c'était l'objectif de Flaubert. C'était plus important pour Sartre que tout le reste, sauf qu'il y avait une supercherie totale parce qu'il voulait le pouvoir, il voulait dominer le monde des lettres et que pour ça, il a dû poser cette figure et
combattre Camus qui était beaucoup plus lucide, beaucoup plus intègre bien et sûr. beaucoup plus juste que Jean-Paul Sartre. Eh bien, je rebondis sur le juste et sur les justes. Et donc, on va continuer cette conversation ici un petit peu plus loin. Et on va se pencher justement sur la pièce Les Justes. Ok. Nous sommes au Parc du Paradis à Braine-l'Alleud et le Villard prend l'air avec Vincent Engel, écrivain, éditeur, professeur de littérature contemporaine à l'UC Louvain, et ensemble nous parlons de Albert Camus dans le cadre de la création des Justes. Alors j'ai justement la version poche ici, donc la pièce d'Albert Camus que nous présenterons au Villard en ouverture de saison, mise en scène par Jean-Baptiste Delcourt. Alors Les Justes, c'est une pièce que Camus a écrite en 1949 et qui met en scène un groupe de terroristes, on pourrait dire. C'est toujours un problème de langage, hein. Les terroristes, c'est le mot qu'utilise le pouvoir pour qualifier ceux qui eux-mêmes se qualifient de résistants. C'est ça. Ou de révolutionnaires, ou de... Voilà, de combattants, on va dire. Ouais. N'oublions pas, Camus a dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Ah oui, c'est vrai, mais c'est pour ça. Là, en fait, ce n'est pas une question de mal nommer, on nomme en fonction d'un certain point de vue. C'est ça. Ouais. Mais donc, il présente ce groupe de jeunes... d'anarchistes, Voilà, on va dire d'anarchistes, ouais. Qui ont comme objectif de tuer le grand-duc, le dictateur, en fait, et donc ils préparent un attentat contre ce dictateur. Cet attentat est organisé et au moment où le personnage de Chamraïev va pour poser la bombe, il se rend compte que dans la voiture, il y a certes le grand-duc, mais il y a aussi ses deux enfants. Ouais. Et le fait de voir ces deux enfants fait qu'il ne jette pas la bombe. Il revient dans l'appartement. Je ne vais pas spoiler l'intégralité divulgacher l'intégralité de la pièce. Mais s'ensuit un débat, une discussion houleuse avec le personnage de Stéphane, qui est complètement en désaccord avec ça, et d'une certaine façon, une certaine discussion autour de la morale des combattants. Oui, que Camus a eu de nombreuses occasions d'illustrer. D'ailleurs, un texte très très fort qui sont ses lettres à un ami allemand, où il justifie aussi... il ne justifie pas, il dit justement quelles sont les limites que l'on peut tolérer et quelles sont les limites qu'on ne peut pas franchir dans la violence. Évidemment, il n'y a pas de révolution sans violence. Ça, c'est un principe absolu. Aucune révolution n'est pacifique. Quand on parle d'une révolution pacifique, en fait, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution, c'est un changement de société, mais toutes les révolutions sont violentes. Inévitablement. Et ce que pose Camus, c'est cette limite qui est celle de l'innocence. Je disais tout à l'heure, le révolté accepte de mourir pour la cause qu'il défend, le révolutionnaire est prêt à faire mourir les autres. Dans le cas du grand-duc, le grand-duc est l'icône à abattre. C'est celui qui fait l'histoire et pas celui qui subit l'histoire. Exactement. Donc on peut imaginer, on peut dans une certaine limite accepter l'idée que pour qu'il y ait un renversement de régime, il faut en passer par une violence à l'encontre de celui qui l'incarne. Mais cette violence ne peut pas se porter sur des innocents, en l'occurrence les enfants. Ce n'est pas parce que ce sont les enfants du grand-duc qu'ils portent la culpabilité de leur père. Et c'est un débat qui va revenir dans beaucoup d'œuvres de Camus et surtout dans sa vie, puisque c'est le débat qu'il y aura lors de la remise de son prix Nobel dont on parlera. Ouais. C'est la question de la fin et des moyens au fond. C'est la question de la fin et des moyens. Rien ne peut justifier de faire mourir des innocents pour Camus, ça c'est vraiment un fil rouge. Et Camus dit en fait c'est facile d'être logique, c'est difficile d'être logique jusqu'au bout. Alors bien entendu, on peut dire que la logique jusqu'au boutiste dira il faut pouvoir tuer des innocents, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les dommages collatéraux. Il y a beaucoup de dommages collatéraux aujourd'hui. Ah oui. Et pour Camus, dit non, sa logique jusqu'au bout, c'est de dire non. Les valeurs sont les plus importantes, la dignité humaine, c'est ce qu'il y a de plus important, et on ne peut pas accepter
la mort d'un innocent. Il fait dire au personnage de Dora dans l'acte 5, si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Toutes ces références au soleil sont vraiment permanentes dans l'œuvre de Camus. Ouais. On va continuer cette conversation et parler aussi du philosophe de la nuance qu'est Camus dans la dernière partie de notre balade. D'accord. Le Villard prend l'air à Braine-l'Alleud dans le parc du Paradis en compagnie de Vincent Engel, écrivain, éditeur, professeur de littérature contemporaine à l'UC-Louvain et dans le cadre de la création du spectacle Les Justes en ouverture de saison 2025-2026 du Villard, nous parlons de Albert Camus et pour cette dernière partie déjà de cette balade, j'avais envie d'aborder avec vous le philosophe de la nuance qu'est Camus et peut-être partir du positionnement qu'il a pu avoir par rapport à la guerre d'Algérie. Il faut savoir que Albert Camus est né en 1913 en Algérie, donc il est aussi algérien. Il est algérien, Il a vécu son enfance et son adolescence en Algérie et au moment où la guerre d'Algérie a commencé en 1954, si je ne me trompe pas, il a été assez rapidement interpellé et il a eu une position pour le moins nuancée qu'on lui a beaucoup reproché et principalement d'ailleurs dans ce fameux épisode de la conférence qui a eu lieu après la remise du prix Nobel, où on l'a taxé de préférer sa mère à la justice, où on a fortement résumé son propos. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire en quoi Albert Camus est un philosophe de la nuance et en quoi il est courageux d'être un philosophe de la nuance, et à son époque, et peut-être encore aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, oui, parce qu'on se retrouve dans une période où la nuance est quelque chose de quasiment impossible. C'est un peu le leitmotiv d'ailleurs que la rectrice de l'ULB, Anne Michaus, répète à chacun de ses discours d'entrée. Elle a été confrontée à des événements assez violents sur le campus, et avoir cette parole nuancée, non dichotomique, est fondamentale pour avoir une solution, une vision juste des choses. Rien n'est noir ou blanc. Et toute l'œuvre de Camus est construite sur la nuance et sur l'équilibre. Et sur l'altérité. Et sur l'altérité. Donc c'est jamais... évidemment, c'est un fil difficile, c'est vraiment de l'équilibrisme qu'il faut faire, mais l'humanité, la justice est à ce prix-là. Dès qu'on est radical dans un sens ou dans l'autre, on est dans le mensonge. Et rien n'est plus détestable pour Camus que le mensonge. Donc, pour revenir à la question de l'Algérie, donc il y a eu effectivement cette altercation à la fin d'une rencontre dans une librairie après la remise du prix Nobel, où un membre d'ailleurs du FLN lui pose la question, l'interroge là-dessus et lui parle de sa mère. Et il y a cette fameuse phrase, je préfère, si je dois choisir entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère, qui a été détournée, qui a été tronquée, qui a été, comme toujours, quand on veut descendre quelqu'un par les mots, on va déformer ses paroles. Ce que Camus voulait dire, c'est que entre une justice, pas la justice, entre une justice qui justifierait de tuer des innocents en faisant des attentats dans des autobus, ou pourrait être sa mère. Ou pourrait être sa mère, mais sa mère n'étant pas seulement la mère de Camus, mais étant l'image même de l'innocence. C'est une femme sourde, c'est une femme du peuple, c'est une femme très simple. Qui ne sait pas ni lire ni écrire. Qui ne sait ni lire ni écrire et qui représente toutes les mères algériennes. Qui subissent l'histoire. Qui subissent l'histoire. Et qui subit les guerres, qui subit les révolutions. Les révolutions, c'est des histoires de mecs la plupart du temps. Bien sûr, il y a des femmes révolutionnaires aussi, mais c'est des questions de pouvoir, de lutte pour le pouvoir. Et les victimes de ça sont la plupart du temps, majoritairement, des femmes, des enfants et des hommes innocents. Et on le voit aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement, de manière
décuplé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être avec les nouveaux systèmes de communication que sont par exemple les réseaux sociaux et où des algorithmes ont tendance à favoriser des paroles plus radicales, Oui. la parole nuancée, en fait, elle a quasiment plus aucune place. Non, on a effectivement, alors surtout un de ces réseaux sociaux, Twitter, X aujourd'hui, est une machine à haine, est une machine à rendre con. Franchement, moi j'ai des gens que je connais qui sont brillants, intelligents, cultivés et qui pratiquent Twitter. Et maintenant j'ai arrêté, mais quand je les lisais sur Twitter, je me dis mais c'est pas possible que des gens aussi intelligents disent des choses aussi lamentables, aussi bêtes, aussi réductrices. Mais ce sont des machines à rendre bêtes, Voilà. à rendre violents. Ben oui, bon écoutez, on va terminer là-dessus, sur cette note pas très positive, mais bon, c'est pas abandonnez grave. Twitter, abandonnez Voilà. Mais merci beaucoup Vincent Engel d'avoir pris l'air avec nous. Je vais quand même dire que cette année est sorti votre dernier roman, Expérience de vie imminente. Oui, c'est juste, hein? Absolument. Qui est une épopée familiale, je me trompe pas? Oui, c'est la première fois que je parle de mon histoire personnelle, l'histoire de ma famille. Voilà. Alors c'est pas une autobiographie, ça mélange un peu tous les genres. Voilà, écoute, j'invite tout le monde à aller découvrir ce nouveau roman en librairie. Merci beaucoup. Et aux téléspectateurs, je les invite évidemment à venir découvrir Les Justes de Camus en ouverture de saison du Villard.